Merci en tout cas de votre attention. Ce soir, c'est petite lecture de certains extraits du livre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Alors, je vais pas commencer tout à fait par le début, mais je vais vous faire un petit résumé de ce qui y est dit. En introduction, il parle que des raisons pour lesquelles il a écrit ce livre. Il estime que c'est un outil qui devrait être donné à tous pour pouvoir faire fonctionner la démocratie, et ça ne devrait pas être celui d'une minorité, parce que c'est nécessaire à notre époque. Après ça, il parle un petit peu d'éthique de la rhétorique. On va passer cette partie-là. Il y a aussi une petite partie sur l'histoire de la rhétorique, ceux qui ont défendu ou ceux qui ont attaqué la rhétorique. Parmi les attaquants, nous avons principalement Platon et Descartes, pour plusieurs raisons. Et parmi les personnes qui l'ont défendu, c'était principalement Aristote. Là, on va commencer directement avec la partie définition, pour savoir exactement ce que c'est la rhétorique. C'est dans le chapitre 1. Vers une définition. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. À première vue, rien de plus élémentaire. Mais comment définir la conviction? Où se situent les frontières avec les autres domaines dont elle semble proche? L'éloquence, la négociation et même la manipulation. Voilà toutes les questions qu'il nous faut, avant toute autre chose, élucider. En commençant par le commencement, dire de la rhétorique ce qu'elle n'est pas. Est-ce de la stylistique? Au milieu du XXe siècle, Chaim Perelman réhabilite la rhétorique comme véritable art de convaincre. Elle continue pourtant, à ce jour, d'être ramenée au stéréotype de ce qu'elle a longtemps incarné, l'étude obsessionnelle des figures de style. Si bien que lorsque l'on évoque la rhétorique, nos interlocuteurs s'attendent à être assaillis de mots barbares tels que épanalepse, zeugme ou schlasme. Ils n'ont qu'en partie raison. Il est vrai que les figures de style sont des outils fréquemment mobilisés par la rhétorique. Mais elles ne sont que cela, justement, des outils. Au contraire de la stylistique, la rhétorique ne s'intéresse pas à l'étude littéraire pour elle-même. Peu importe au fond d'être capable de distinguer une métonymie d'une synecdoque, une allitération d'une assonance. Ce qui compte pour nous, c'est de connaître les effets argumentatifs produits par ces figures, comprendre en quoi elles ont un impact sur les auditeurs. La rhétorique utilise des procédés stylistiques, mais ne s'y réduit pas. Elle les mobilise au profit d'un projet bien spécifique, convaincre. Cette précision entraîne deux conséquences pratiques. Premièrement, les lecteurs et lectrices ne trouveront, dans les pages qui suivent, aucune section consacrée spécifiquement aux figures de style. Elles seront mentionnées de développement, comme un type d'outil parmi bien d'autres. Deuxièmement, par souci de clarté et de pédagogie, nous avons fait le choix de réduire au maximum la complexité des classifications. Chaque fois que cela sera possible, les figures dont les effets argumentatifs sont similaires seront englobées sous une même désignation générique. Ainsi, toutes les analogies pivotant sur un seul mot seront par exemple regroupées sous leur appellation la plus courante, celle de métaphore. Nous avons conscience que, aux yeux des professeurs de littérature les plus tatillons, une telle initiative s'apparentera à de la sauvagerie. Mais précisément, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la technicité stylistique, mais bien l'efficacité rhétorique. De l'éloquence. Le début du XXIe siècle a été marqué par un retour en grâce de l'éloquence. Longtemps, elle fut cantonnée au monde des avocats, pratiquée dans les tribunaux et travaillée par de jeunes étudiants en droit. Depuis, documentaires, films et émissions de télévision l'ont révélée au grand public. Il n'y a désormais plus une université qui ne dispose de son club de débat. Les lycées, les collèges et même les écoles primaires investissent progressivement l'oralité. Quant à l'univers professionnel, des formations à la prise de parole en public au concours de pitch, il a lui aussi développé sa propre vision de l'art oratoire. Mais si éloquence et rhétorique possèdent des points de convergence, elles ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, de séduire son auditoire, de flatter ses oreilles par un vocabulaire singulier, des phrases ciselées, une prononciation. C'est l'art de s'exprimer avec style, grâce et virtuosité. Ainsi défini, il apparaît immédiatement que l'éloquence est une condition de la rhétorique. Lorsque nous prononçons un discours, capter l'attention est un préalable à toute possibilité de conviction.
Nous pourrions bien disposer des arguments les plus ensorceleurs. Si nous parlons sans être écoutés, jamais nous n'atteindrons nos auditeurs. Pour autant, éloquence et rhétorique ne se résument pas l'une à l'autre. Il est possible de témoigner d'une grande éloquence sans s'inscrire pour autant dans une démarche de conviction. Que l'on songe par exemple aux comédiens, conteurs ou poètes. Leurs paroles sont une mélopée avec laquelle ils charment l'auditoire. Quelle plus époustouflante oralité que celle déployée dans une salle de spectacle où les heures s'écoulent sans que les spectateurs les voient défiler. Cette éloquence n'est pourtant pas, ou du moins pas nécessairement, mise au service d'un projet rhétorique, mais plutôt d'une visée artistique dont l'objectif n'est pas de convaincre, mais d'émouvoir, étonner, dépayser, faire rire ou pleurer. À l'inverse, pratiquer la rhétorique ne suppose pas nécessairement d'être éloquent, dans la mesure où elle peut emprunter d'autres voies que la seule oralité. Pensons par exemple à la lettre que François Mitterrand adresse à tous les Français en 1988 pour les exhorter à le réélire président de la République. Il s'agit bien d'une entreprise de conviction, mais elle passe par le médium de l'écrit, en ne mobilisant donc aucune compétence oratoire. Il en va de même pour la lettre de motivation que nous rédigeons lorsque nous recherchons un ou pour les messages que nous échangeons sur un site de rencontre. Ils participent d'un projet pleinement rhétorique. Tenter de convaincre par écrit que nous sommes l'élu. On peut donc être virtuose de sa parole sans pour autant chercher à convaincre, tout comme il est possible de convaincre sans recourir à l'oralité. Rhétorique et éloquence se recouvrent partiellement, sans se confondre pour autant. À ce stade, il est probablement bon d'ouvrir une courte parenthèse afin d'évoquer un mythe tenace, celui des 7%. Comme de nombreux experts en prise de parole se plaisent encore à le rappeler, 55% de notre communication passerait par notre posture, nos gestes et nos expressions faciales, et 38% seulement par les inflexions de notre voix. Et enfin, seulement 7% du message serait, en réalité, transmis par les mots. Lorsque nous cherchons à convaincre, notre propos aurait infiniment moins d'importance que notre manière de le déclamer, et surtout, notre talent à l'incarner. Dès lors, à quoi bon s'intéresser à la rhétorique ? Une formation en éloquence, où l'on apprend à se tenir droit et parler fort, serait amplement suffisante. Hélas, ceux qui citent ces chiffres oublient généralement de préciser leur origine. Ils remontent à 2 études publiées en 1967 par le psychologue Albert Mehrabian et son équipe. Or, elles sont, le plus souvent, citées de guingois. Ce qui a intéressé réellement ces chercheurs, ce sont ce qu'ils appellent les messages silencieux, c'est-à-dire la manière dont les individus parviennent à faire comprendre leurs émotions et leurs sentiments. Ils ont pour ça des messages verbaux très courts, formulés en un seul mot. Chérie, amour, brut, peut-être. Non. La conclusion qu'ils tirent est la suivante. Lorsque le sens des mots entrait en contradiction avec la manière dont ils étaient prononcés, ou avec le visage de celui qui les prononçait, les auditeurs ont eu tendance à privilégier l'information véhiculée par le ton de la voix, ou les expressions du visage plutôt que par le mot lui-même. En cela, les résultats n'ont rien de particulièrement contre-intuitif. Imaginons la scène suivante. Lors d'un tournoi de bridge ou de League of Legends, notre partenaire commet une erreur désastreuse qui nous coûte la partie et nous éjecte de la compétition. Il vient alors nous voir et, penaud, nous demande « Tu m'en veux ?» Et le regard noir, la voix vibrante, nous lui répondons « Absolument pas !» Il s'éloigne, courbé, sous le poids de la culpabilité. Ce que lui a compris, c'est bien sûr « Je t'en veux terriblement, la prochaine fois je t'égorge. » Le jeu t'égorge est rajouté personnellement. Voilà, au fond, ce qu'ont réellement montré Mehrabian et son équipe. Du reste, eux-mêmes mettaient en garde sur les potentielles généralisations de leurs recherches. Elles ne s'appliquent qu'à des messages simples, dans lesquels des émotions ou des sentiments sont exprimés de manière discordante. En aucun cas des argumentations articulées ayant pour objectif de convaincre. Cela ne signifie pas que, en rhétorique, la voix et le corps n'aient aucune importance. Tout est il compte. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir, mais certainement pas pour 93% du message. Généraliser les proportions d'Albert Mehrabian à toute communication orale tient du contresens, au mieux.
et de l'escroquerie au pire. Fin de la parenthèse. Du coup, est-ce que la rhétorique, c'est de la négociation? En apparence, la rhétorique et négociation semblent renvoyer à deux sphères bien distinctes, n'ayant que peu en commun. Elles sont pourtant deux modalités d'une même nécessité, celle de résoudre nos désaccords. La rhétorique, on l'a dit, c'est l'art de convaincre. Mais il est possible d'exprimer autrement en disant quel est le processus de résolution des désaccords par alignement des préférences. La phrase semble complexe, mais elle s'éclairera avec un exemple simple. Notre compagne ou notre compagnon désire passer la soirée au restaurant. De notre côté, nous avons plutôt envie de rester tranquillement dans notre appartement. Est-ce qu'on a un livre blanc de prévu, à tout hasard? Au gré de la discussion, notre interlocutrice ou interlocuteur nous rappelle que le voisin du dessus organise justement ce soir-là une fête en l'honneur de notre 20e anniversaire. Enfin, de son 20e anniversaire. Soudain, nous nous imaginons pestant dans notre canapé contre cette jeunesse braillarde et sa musique assourdissante. Et nous nous rangeons à la sage proposition d'aller se réfugier au restaurant. Nous avons été convaincus. Les préférences se sont alignées, nous avons résolu notre désaccord en parvenant au consensus. La négociation diffère de la rhétorique en ce qu'elle intègre l'existence d'un rapport de force. Elle permet ainsi la résolution des désaccords par l'alignement des positions, alors même que les préférences restent divergentes. Prenons une nouvelle fois un exemple simple. Déambulant sur un site d'annonce en ligne, nous tombons nez à nez avec une guitare d'une grande rareté que nous convoitons depuis longtemps, proposée au prix de 1000 euros. C'est évidemment beaucoup trop cher. Pour nous, le juste prix serait de 600 euros. Mais nous savons également qu'une telle occasion ne se représentera peut-être jamais. Nous contactons donc le vendeur et, de mauvaise grâce, consentant à lui payer 900 euros. Nous nous sommes entendus sur une position commune. Pourtant, les préférences demeurent inchangées. L'un de nous aurait préféré vendre plus cher, l'autre acheter moins cher. Nous avons résolu notre désaccord en atteignant non pas le consensus, mais le compromis. En pratique, toutefois, la frontière entre rhétorique et négociation a tendance à se troubler. Au quotidien, nous les utilisons souvent de concert. Reprenons notre premier exemple. Notre compagne ou notre compagnon est donc parvenu à nous convaincre de passer la soirée au restaurant. Nos préférences se sont rapprochées, mais elles ne se sont pas encore parfaitement alignées. Il s'avère qu'elle ou il voudrait dîner dans un restaurant japonais, quand nous aurions plutôt envie de manger italien. C'est ici que le consensus s'arrête. Aucun argument au monde ne pourra nous convaincre que nous aimons le poisson cru. Nous trouvons finalement un compromis. Ce sera une soirée dans un restaurant fusion servant à la fois des sushis médiocres et des pizzas quelconques. La rhétorique nous a permis de rapprocher autant que possible nos préférences jusqu'à ce qu'elle bute sur une divergence irréconciliable d'intérêts, de valeurs ou en l'occurrence de goût. Nous avons alors eu recours à la négociation pour combler le fossé séparant encore nos positions. Pour finir, notons que cette anecdote peut se terminer encore autrement. Alors que nous nous étions presque résolus à ce dîner sordide, l'un de nous a une idée soudaine. Et si nous en profitions pour tester ce fameux restaurant libanais qui nous a été récemment recommandé? Aucun de nous n'y avait pensé. Mais une fois la proposition lancée, nous réalisons qu'elle nous satisfait tous deux parfaitement. Davantage même que nos préférences initiales. Dans ce cas idéal, le compromis fait consensus. La différence entre négociation et rhétorique disparaît. Gardons à l'esprit, malgré tout, que rhétorique et négociation ne cohabitent pas nécessairement. Il existe des négociations financières, notamment, qui n'intègrent aucune dimension argumentative et se résument à de simples échanges de chiffres. À l'inverse, certaines situations rhétoriques, par exemple, un discours devant une assemblée silencieuse, n'ont strictement rien à voir avec la négociation. L'une et l'autre se retrouvent fréquemment, mais ne se recouvrent pas entièrement. Partie suivante, est-ce que la rhétorique peut se réduire à la manipulation? Ne soyons pas dupes, dans le langage courant, faire de la rhétorique est rarement un compliment.
Aux yeux de beaucoup, elle serait l'art de pervertir les consciences par le langage, une odieuse technique de manipulation. Cette accusation n'est pas totalement dénuée de fondement, mais elle doit être interrogée. La manipulation fait partie de ces concepts qui sont plus souvent employés avec légèreté que définis avec rigueur. Dans son livre La parole manipulée, Philippe Breton la caractérise ainsi. Entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement, sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. La manipulation désigne donc l'ensemble des procédés permettant d'agir sur les opinions, les envies, les idées et les comportements d'une personne, sans que celle-ci en ait conscience. Ou pour le dire à notre manière, c'est l'art d'influencer les individus en contournant, altérant ou neutralisant leurs facultés critiques. Ils ne sont plus, ou du moins plus totalement, en mesure de mettre à distance, examiner et éventuellement rejeter ce qui leur est proposé. Il y a là un enjeu psychologique, éthique et politique essentiel. Ce que la manipulation remet en cause, ce sont les conditions mêmes de notre libre arbitre. Il ne fait plus de doute que les individus sont manipulables. La psychologie a depuis longtemps mis en évidence l'existence de biais cognitifs qui permettent d'influencer en utilisant les mécanismes automatiques du cerveau. Plus récemment, Paul affirmait qu'il est possible d'agir sur les individus en utilisant des stimuli subliminaux, c'est-à-dire des images, des odeurs ou des sons tellement subreptices qu'ils sont captés par les sens sans que nous en ayons conscience. Il est donc par définition impossible de s'en défendre. De son point de vue, la rhétorique ne relève pas nécessairement du spectre de la manipulation. Au contraire, même, une grande partie des procédés rhétoriques ont pour but non de contourner, mais de triompher des réticences de l'esprit critique. Pour raisonner par analogie, si la rhétorique était un art martial, elle serait à la fois le karaté et l'aïkido. Savoir frapper l'interlocuteur par des arguments, tout en étant capable de les faire trébucher dans ses propres contradictions. La manipulation, en revanche, s'apparenterait plutôt à l'art des ninjas. Agir dans l'ombre et frapper sans que la victime ait eu seulement conscience de la présence d'une menace. Comme l'affirme Philippe Breton, il est possible d'apprendre à convaincre sans manipuler. Ne faisons pas pour autant preuve d'une excessive candeur. La rhétorique comporte aussi son côté obscur. Appel aux émotions, utilisation de sophismes, exploitation de l'implicite, autant de procédés qui permettent d'assouplir, de tromper, voire de contourner les facultés critiques. La rhétorique n'est pas une manipulation, mais elle peut être manipulatoire. Alors pour cette partie, je peux vous ramener au livre blanc que H. Kamen a fait il y a quelques temps, justement sur certains procédés manipulatoires et biais cognitifs que nous avons. Alors, du coup, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Nous avons ainsi donc vu que la rhétorique n'est l'art ni de bien parler, ni d'ornementer son discours, ni de négocier, ni de manipuler, mais bien de convaincre. Encore faut-il être capable de circonscrire ce que ce verbe désigne. Dans son traité de l'argumentation, Chaim Perelman en donne une définition rigoureuse, à laquelle on pourra simplement reprocher sa relative complexité. Nous proposons la reformulation suivante. La rhétorique, c'est l'ensemble des procédés discursifs permettant de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions qu'on leur soumet. Cette définition appelle plusieurs remarques. Premièrement, la rhétorique se concentre bien sur les procédés discursifs, c'est-à-dire sur le discours dans toutes ses dimensions, orale, écrite, verbale et non verbale. Deuxièmement, la rhétorique travaille sur des propositions qui sont soumises à l'adhésion des individus. Autrement dit, on ne peut parler d'un processus de conviction que si les individus sur lesquels il s'exerce en ont conscience. Ou plus simplement, la rhétorique suppose que les personnes auxquelles nous nous adressons sachent que nous cherchons à les convaincre de quelque chose. Cette précision permet de distinguer la rhétorique des psychologies cognitives et sociales, qui s'intéressent aux techniques susceptibles d'influencer les comportements de manière subreptice. Troisièmement, la rhétorique s'intéresse aux procédés visant à susciter ou renforcer l'adhésion. Cette décision est importante. Elle revient à remarquer que nous pouvons parfaitement chercher à convaincre quelqu'un qui est déjà d'accord avec nous.
Cela s'explique par le fait que l'adhésion à une proposition n'est pas un phénomène binaire. Nous ne nous contentons généralement pas d'être tout à fait d'accord ou entièrement en désaccord. Entre les deux, une infinité de degrés de conviction existe, et il est donc parfaitement possible de chercher à accroître l'adhésion d'un individu à une idée que nous partageons d'ores et déjà. Un bon exemple nous est donné par les meetings électoraux. Si des électeurs acceptent de se déplacer pour applaudir un candidat, c'est généralement qu'ils sont au moins en partie acquis à sa cause. L'un des objectifs de ces événements consiste alors à accentuer la ferveur de ses sympathisants, jusqu'à en faire de véritables militants. Peut-être accepteront-ils ainsi de sacrifier plusieurs soirées par semaine à coller des affiches et à distribuer des tracts. D'ailleurs, pour les différents degrés de petit aparté encore, pour les différents degrés d'adhésion, je renvoie au système de pensée bayésien qui a été très, très souvent mentionné et expliqué par la chaîne Hygiène mentale. Ça peut être un petit complément à ce niveau-là. Alors, reprenons. Pour finir, il nous reste à délimiter le périmètre de la rhétorique en précisant ce que nous entendons par l'ensemble des procédés. Sur ce point, les grands auteurs classiques se rejoignent très largement. Pour Aristote, la rhétorique repose tout entière sur 3 dimensions. Les arguments que l'orateur, le logos, l'image que l'orateur renvoie, l'éthos, et les émotions que l'orateur suscite, le pathos. De la même manière, Cicéron estime qu'un bon orateur doit remplir 3 objectifs. Instruire les auditeurs, docere, se concilier leur bienveillance, delectare, et leur faire ressentir des émotions, movere. Argumenter, plaire, émouvoir. Le triptyque n'a rien perdu de son actualité. Chaim Perelman le reprend à son compte dans son traité de l'argumentation. L'immense majorité des auteurs contemporains en a fait de même. À notre tour, nous y souscrivons. Telles sont les armes de la rhétorique, les voies de la conviction. Alors là, je vous propose une petite pause, si ça vous va. Et petit exemple, par exemple, qui est appelé l'éthos. C'est souvent ce qu'on donne comme exemple, c'est on va pas à un entretien d'embauche en jogging. C'est un petit peu ça. C'est vu qu'on est en période électorale, autre petite pique, enfin pas vraiment une pique, mais petite remarque qu'on voit souvent, c'est le personnage assez atypique de Philippe Poutou qui souvent se fait alpaguer sur sa tenue, étant donné qu'il n'est pas habillé de la même manière que la plupart des candidats en politique. Ou par exemple la façon dont est habillé Mélenchon qui refuse de porter de cravate. C'est l'éthos. Ça donne une idée, ça renvoie une image de nous-mêmes et du coup déjà un argument en soi. Poutou est anti-système. Mélenchon l'est aussi vu qu'il n'a pas la cravate. C'est un petit peu l'idée qui est renvoyée à ce niveau-là. C'est un argument, mais aussi une chose sur laquelle les autres candidats peuvent les attaquer. Si vous avez des commentaires, allez-y. Déjà, merci pour les morceaux de lecture déjà effectués. Très intéressant. Si vous voulez intervenir en vocal, n'hésitez pas. Le vocal est en push to talk. Si vous voulez poser des questions à l'écrit, on les lira. Pendant que tu parlais, je pensais au fait que souvent on mettait en opposition rhétorique et dialectique. Où rhétorique, c'était plutôt l'art de persuader par des moyens qui pouvaient faire appel aux sentiments ou qui étaient un petit peu des figures de style. Et puis la dialectique qui était plutôt l'art de convaincre. Mais vu ce que tu as décrit, c'est pas tant opposé. Viktorovitch prend soin de démontrer à la fois les travers que peut avoir la rhétorique, et n'oublie pas de préciser que c'est avant tout l'art de convaincre, donc par des moyens qui font aussi appel à la raison et pas aux sentiments. Oui, c'est à peu près ça en fait. La rhétorique est assez neutre, j'ai envie de dire, c'est comme pour beaucoup d'outils, ça dépend entièrement de la façon dont on l'utilise et de l'objectif pour lequel on l'utilise. Après, bon, faut pas être naïf, ça peut être utilisé de manière pour certaines raisons ou autres. Là, ça me fait penser un petit peu à, je n'ai plus
l'extrait exact en tête, mais à Machiavel, dans Son Prince, dont on a tiré tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, mais en fait la phrase est souvent tronquée, et tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins si ces dernières sont louables en réalité. C'est-à-dire que on peut utiliser d'arguments, enfin de méthodes plus ou moins critiquables si la finalité est jugée entre guillemets bénéfique à tout le monde. Après, comme d'habitude, c'est le côté bénéfique de cette finalité est lui-même subjectif, sans rentrer dans plus de détails. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un livre blanc sur Machiavel, une lecture, si certains veulent la réécouter. Très intéressant. Du coup, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires autres, je propose de passer à la suite. Alors, je voyais les micros de Cap qui s'allumaient, mais je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Cap, tu voulais dire un truc ou... Oui, c'est juste pour moi. On voyait donc la figure de style qui est un outil, mais je me rappelais plus. Je cherchais un exemple de. Est-ce que tu pourrais juste donner un petit exemple de figure de style pour donner un exemple, tout simplement. Par exemple, l'accumulation, je les hais, je les abhorre, je les punaise. Je sais plus, enfin, je les hais, je les abhorre, je les déteste, je les méprise. C'est une accumulation. C'est quand tu utilises plusieurs synonymes ou mots qui renvoient vers un même sens pour accentuer un propos et une émotion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, t'as la métaphore, t'as l'allégorie, t'as tout ce qui est assonance, où tu reprends plusieurs fois des mêmes sons. Le serpent à sonnette fait sonner ses sandales. Enfin, t'as un jeu avec les sonorités. Et pour revenir aussi sur l'étude des scientifiques que tu as citée, en gros, ils surévaluaient l'importance du langage corporel au détriment du discours, c'était ça l'idée? En fait, c'est une mésinterprétation, en tout cas une manipulation de l'étude. En fait, l'étude, ce qu'elle montrait, c'est que dans des phrases très courtes, s'il y avait contradiction entre le mot et l'expression du visage ou l'intonation de la voix, eh bien, les gens prenaient l'interprétation plutôt l'interpréter au sens que de renvoyer l'expression faciale ou l'intonation de la voix. Ouais. Par exemple, si je dis je t'aime, mais de manière très forcée comme ça, on va pas le prendre dans le sens je t'aime, mais on prend dans le sens plutôt tu m'énerves, je t'aime pas trop. C'est plus l'intonation. Et les gens, en fait, il y a des individus qui ont détourné cette étude pour dire que l'argumentation ne tenait pas pour grand chose et que c'était surtout le pathos en fait qui influençait plus que le logos. Ouais. Alors que pas du tout. J'ai une petite question, éventuellement. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, avec le push to tell que ça écrit là dans le salon en même temps, la question est, en fait, la rhétorique, j'ai l'impression que c'est un concept très occidental, comme la psychanalyse ou d'autres choses en fait, et qui se veut universel. Or, est-ce que par exemple, c'est les Asiatiques, ça peut aussi s'appliquer? Je pense, oui. C'est en fait, t'as toujours besoin de convaincre quelqu'un. Supposons que j'ai envie de dire, bon, dans certains pays asiatiques, en Chine et en Inde, c'est un peu compliqué, mais techniquement, quand t'as des lois, t'as des avocats, et donc du coup, t'as de la défense. Donc tu vas essayer de défendre soit la partie civile, soit l'accusé, soit ceux qui accusent. Chacun va défendre, on va dire, avec des arguments, son parti, son groupe. Ouais, ou sinon, je sais même pas. quand il y a des appels de projet.
supposons que tu as un projet pour un réaménagement de centre-ville, tu fais appel à plusieurs équipes d'urbanistes et d'architectes, chacun va présenter devant un jury son projet, et en fait, il va falloir que en plus de présenter ton projet, tu vas devoir argumenter par différents éléments pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre ton projet, pour des raisons de coût, pour des raisons d'organisation, pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales, de bien-être de la population, ou parce que ça va avec la même vision sociétale de la mairie actuelle, ou en tout cas des membres du jury actuel. Mmh. Après, enfin, de mon point de vue, j'ai mis des réserves quand même parce que, comme la psychanalyse ou d'autres choses, en fait, on sait pertinemment que ça ne marche pas sur certaines populations qui ne sont pas occidentales, parce que les structures cognitives ou même sociétales sont différentes, en fait. Après, est-ce que, c'est la dernière question, hein, est-ce que la rhétorique, c'est pas une invention, une science qui a été constituée de toutes pièces avec des artefacts finalement, pour normaliser, pour légitimiser finalement, et surtout normaliser, j'insiste sur ce terme, le discours, la perception des choses, et peut-être qu'en fait, en grande partie, on fait fausse route dans l'interprétation finalement de choses qui ne sont pas forcément très tangibles. Moi, ça me fait penser à ce que tu dis, Hyperion. Alors, je sais pas si c'est exactement de la rhétorique, mais quand tu te demandais s'il y avait les mêmes comportements ou façons de discourir, par exemple en Asie, j'ai pensé au conte des Mille et une nuits, un classique oriental, et où pour le coup, tout le principe, c'est que la force oratoire d'une femme va lui sauver la vie tout au long de la nuit pour repousser l'échéance de l'aube. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on est dans le côté où, grâce à l'art de discourir, l'art oratoire, qu'on peut peut-être rapprocher d'une forme rhétorique, ça lui permet de survivre. Et pour le coup, c'est un conte très oriental. Bonsoir, bonsoir. Salut, Petite illustration peut-être supplémentaire au propos. En fait, pour moi, dans la rhétorique, il y a aussi en fait des notions de contexte. On est dans un monde dans lequel, en fait, aujourd'hui, on observe de manière quasi synchronisée l'évaporation des démocraties, l'évaporation des contre-pouvoirs populaires. Il y a une sorte de captation d'héritage qui est faite par une petite oligarchie qui a tout compris, qui a actionné tous les leviers, qui fait de la reproduction sociale, qui fait de la montée en puissance et de la connexion d'intérêts, pour dire de faire en sorte de refaire un peu un chien de leur chienne. Et là-dedans, en fait, il y a, je pense, il y a deux types de propos qui font pas partie en fait des classiques grecs. Le premier propos, c'est l'humour, c'est le bouffon, c'est Beppe Grillo, c'est Coluche, c'est certains orateurs qui en fait prennent des situations épouvantables, choisissent d'en rire, amènent la personne à finalement avoir des traits d'humeur, des calembours et des jeux d'esprit, alors qu'on est en terrain extrêmement difficile, hein, c'est limite si ça tire pas à balles réelles derrière. Et ça, en fait, devient des personnes iconoclastes qui finissent par briller quand finalement tout part à volo et qu'on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Ça fait pas vraiment partie des éléments rhétoriques parce que en fait, ça dérive en fait de la comédie grecque. Il y a cet aspect-là des choses, et il y en a un deuxième. Moi, j'ai un de mes bons amis qui est originaire de Kabylie, de Grande Kabylie, et on discutait, lui et moi, et il me disait que finalement, dans les pays, entre guillemets, arabes ou du Maghreb, il y a une tradition importante de rapporter des faits de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est des peuples qui vivent sans pour autant avoir une cour de justice efficace, qui promeut des écrits et qui rend des jugements. Et en fait, la plupart du temps, les jugements sont faits à l'oral. Et le souci, c'est qu'en fait, dans ces pays-là, ça n'est que la parole donnée. Alors en fait, on dit oui, c'est le téléphone arabe, etc., machin. Mais en fait, comme il n'y a pas de proclamation des actes de justice, quelqu'un qui doit récupérer un terrain agricole, quelqu'un qui doit construire sa vie, un héritage, etc., un revers de fortune, en fait, il est obligé de dire « Méfie-toi, j'ai fait affaire avec un tel, et un tel m'a fumé, et je te donne toutes les circonstances pour attester de ma bonne foi,
Et là, on n'est pas du tout dans un registre qui est est-ce que ce que tu me dis est bon? Est-ce que ce que tu me dis est juste? Est-ce que ce que tu me dis est vrai? Parce que ça devient en fait un peu de l'empoignade. Et là, en fait, on est très 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 éloigné des discours classiques grecs parce que en fait, on est pas nécessairement dans du règlement de compte. Ça peut être une forme de prévenance, ça peut être une forme de vengeance. Yes, merci Cyril pour l'intervention. Alors, Avant de reprendre peut-être Xadas, il y a- Alors, juste parce que j'ai pas accès aux options pour Discord, mais je voulais intervenir juste pour préciser qu'en France, il y avait eu, fut une époque, les pays de droit écrit et les pays de droit oraux qui étaient coupés allez, à la hachette le nord et le sud. Et c'était aussi les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire que l'oralité avait beaucoup plus de poids et avait même valeur de loi dans les pays de droit oraux, alors que dans les pays de droit écrit, voilà, c'était les actes écrits qui avaient plus de poids. Encore aujourd'hui, à notre époque, les contrats de travail oraux sont reconnus par la loi. Voilà, pour donner un exemple d'oralité qui existe encore. Bon, ça, on n'est pas dans la rhétorique, on n'est pas dans tout ça, mais c'est juste pour faire une autre précision et mettre un peu de contexte sur ces sujets-là d'oralité. Merci Hack. alors, juste pour morceau après morceau, pour revenir à Hyperion par rapport au contexte. Alors ça, c'est évoqué plus tard dans le livre, mais lorsque tu prépares des arguments pour convaincre justement, eh bien, tu prends en compte le contexte, c'est-à-dire que tu prends en compte le contexte économique ou idéologique de tes auditeurs, quand tu en as. Si tu vas pas utiliser le même type d'argument en fonction des personnes que tu as en face. Si tu as des personnes si tu connais plus ou moins leur orientation idéologique ou leur orientation politique, tu peux jouer là-dessus. Si tu sais que tes auditeurs ont une certaine affinité avec l'écologie, tu peux utiliser ce type d'argument-là. S'ils n'en ont aucune, tu vas pas éviter de les utiliser parce que ça peut être même contre-productif. Ensuite, pour revenir à Cyril sur le fait que c'est quelque chose qui se passe dans des petits groupes, alors j'en ai pas parlé parce que c'est dans l'introduction et en gros c'est Viktorovitch en parle justement dans son introduction et c'est pour expliquer sa démarche et l'écriture de son livre et même sa démarche de manière générale à la télé ou à la radio et pourquoi il fait ses émissions et pourquoi il veut populariser la rhétorique, c'est-à-dire permettre aux gens de comprendre ce que c'est et pour mieux comprendre les discours et comment fonctionne l'argumentation pour pouvoir mieux s'en défendre et éviter que ce soit la chasse gardée d'un petit nombre qui s'en servent pour se maintenir en place. Voilà. Avant que tu reprennes la lecture, je lis un commentaire de Hobby. Dans la philosophie arabe, il y a le concept de connaissance-vérité, la rhétorique étant l'art de condenser l'essence du propos qui soit le plus facilement compréhensible, c'est la science du langage. J'essaie de retrouver le Book of Understanding de Jabir, ça expliquait ça très bien. Et il faut savoir que le témoignage, c'est un type d'argument. Les témoignages, c'est un type d'argument qui ont leur valeur, qui seront plus ou moins, qui seront jugés en fonction justement des auditeurs que nous avons en face. Il y a des auditeurs pour qui les arguments oraux ont beaucoup plus de valeur, enfin ont beaucoup de valeur, et d'autres pour qui ça n'en a que peu, justement parce que un témoignage, des fois c'est flou, des fois on s'en souvient mal, des fois on redit mal quelque chose, le fameux coup du téléphone arabe justement. Et il y en a pour qui, justement les pays de loi orale, pour qui ça a énormément d'importance. Mais c'est un type d'argument. Alors du coup, je vous propose de continuer sur la partie convaincre au quotidien, qui va énoncer les différents acteurs justement les différents acteurs que nous retrouvons en rhétorique. Alors, donc, convaincre au quotidien. La rhétorique n'est donc pas l'apanage des professionnels de la communication. Inhérente à la parole, elle est partout. Tous les jours, il nous faut convaincre ou concéder notre conviction au fil d'une infinie variété de situations. Mais en dépit de cette diversité sans cesse renouvelée, la rhétorique n'est pas pour autant une jungle désordonnée. Au quotidien, les mêmes configurations reviennent inlassablement. Il nous faudra les comprendre si nous voulons pouvoir nous y adapter.
car nous ne mobilisons pas les mêmes outils, les mêmes techniques, les mêmes procédés dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous le verrons, être capable de repérer en un clin d'œil la dynamique dans laquelle nous évoluons, c'est déjà gagné en force de conviction. Alors, les acteurs. Avant de catégoriser les différentes dynamiques rhétoriques, il est important de bien comprendre les types d'acteurs qu'elles mettent en interaction. Cela sera par ailleurs l'occasion de définir avec précision des termes que nous retrouverons constamment et dont le sens peut se révéler déroutant. Auditeurs et spectateurs. Nous l'avons déjà mentionné, dans le traité de l'argumentation de Cain-Perelman, Nous l'avons déjà mentionné. Dans le traité de l'argumentation, Cain-Perelman définit l'auditoire comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son argumentation. Le concept d'auditeur désigne donc tout simplement les individus que nous cherchons à convaincre, à l'oral comme à l'écrit. Prenons un exemple simple. Lors d'un procès au tribunal, les auditeurs sont les personnes qui décident de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. En l'occurrence, les jurés ou les magistrats. Ce sont eux que les avocats cherchent à convaincre. Autre exemple, moins intuitif. Lorsqu'un homme politique publie un livre en pleine campagne électorale, ses auditeurs sont en réalité ses lecteurs. Les individus peuvent également assister à une entreprise de conviction sans en être l'objet. Ils se contentent alors d'être témoins des échanges. En termes rhétoriques, on dira alors d'eux qu'ils sont acteurs. Lors d'un procès, c'est le cas des personnes qui viennent observer depuis les bancs de la salle et n'ont aucune influence sur l'issue du jugement. Les avocats ne se préoccupent nullement de savoir s'ils sont convaincus ou non. Orateurs et interlocuteurs. Nous avons choisi de définir le concept d'orateur en symétrie à celui d'auditeur, comme l'ensemble de ceux qui cherchent à influer par leur argumentation. Les orateurs, ce sont les individus qui cherchent à convaincre, à l'oral comme à l'écrit là aussi. Reprenons notre exemple précédent. Dans un tribunal, sont orateurs tous ceux qui prennent la parole pour emporter la conviction. Les avocats, bien sûr, en premier lieu, mais également les accusés, les victimes et même parfois les témoins. Dès lors qu'ils ne se contentent pas de livrer un témoignage, mais s'expriment au contraire dans l'intention de convaincre, ils se trouvent en position d'orateur. De manière moins intuitive, quand un jeune diplômé rédige une lettre de motivation à l'adresse d'un employeur, on dira également de lui qu'il est, à ce moment-là, un orateur. Lorsque deux orateurs interagissent, ils deviennent des interlocuteurs. Deux avocats qui se répondent dans leur plaidoirie, deux polémistes qui s'affrontent lors d'un débat télévisé, deux amis qui se chamaillent sur le choix d'un resto. Tous sont interlocuteurs. De manière moins intuitive, un orateur peut parfaitement s'exprimer seul, tout en ayant des interlocuteurs. Quand les candidats d'une élection prennent la parole en meeting, ils sont seuls sur scène. Mais ils en profitent généralement pour répondre à leurs adversaires, tout en ne se privant pas de lancer à leur tour quelques saillies bien senties. Bien que ces interactions se déroulent en des lieux et des moments différents, elles font tout de même d'eux, en termes rhétoriques, des interlocuteurs. Alors, l'affectation des rôles rhétoriques. L'intérêt de ces définitions, pour l'analyse rhétorique d'une situation de conviction, consiste en leur caractère dynamique. Les rôles joués par les différents individus ne sont jamais fixés à l'avance. Ils dépendent entièrement du contexte et des interactions. Prenons un exemple. Étude de cas numéro 1. Assemblée nationale. 2h du matin. Voilà des heures que les députés débattent d'un texte budgétaire particulièrement complexe, ou du texte sur le pass vaccinal, à tout hasard. L'un d'eux se lève pour présenter son amendement. Il le défend avec la fougue que lui inspire la passion et la fatigue. Depuis le cœur de l'hémicycle, le ministre répond à la proposition. Il y est opposé. Le président de l'Assemblée demande le passage au vote. Les députés doivent arbitrer entre les arguments avancés par leurs collègues et par le ministre. Ce dernier l'emporte. L'amendement est rejeté. Petit décryptage de la situation. Dans cette séquence, le défenseur de l'amendement et le ministre sont à la fois orateurs et interlocuteurs.
Ils ont pour auditeurs les autres députés présents dans l'hémicycle. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter la proposition. Il s'agit donc de convaincre. Les quelques téléspectateurs insomniaques qui assistent à cet échange depuis leur canapé ne sont que des spectateurs. Les discours prononcés ne leur sont aucunement destinés. Étude de cas numéro 2. Assemblée nationale toujours. 15h de l'après-midi. La séance des questions au gouvernement commence. Venus en nombre, les journalistes espèrent une séquence forte qu'ils pourront rediffuser dans le journal du soir. La parole est donnée à un député de l'opposition. Durant 3 minutes, il interpelle le gouvernement, tonne, vilipende, vitupère contre la gestion calamiteuse du pays. Chacune de ces saillies est ponctuée par des applaudissements de ses alliés et des huées de ses adversaires. Dans le vacarme qui se prolonge, un ministre se lève. D'une voix calme et sèche, il énumère les mesures déjà prises par son gouvernement, rappelle la bonne santé des indicateurs économiques et condamne la question caricaturale du député. Quand il se rassied, l'Assemblée résonne encore des cris scandalisés de l'opposition et des acclamations victorieuses de la majorité. Décryptage de cette situation-ci. Dans cette séquence, le député et le ministre sont à nouveau orateurs et interlocuteurs. En revanche, les autres députés présents ne sont aucunement des auditeurs. Ils se sont déjà forgés leur jugement sur l'action globale du gouvernement. Rien de ce qui sera dit ne pourra les faire changer d'avis. Ils savent pertinemment qu'ils assistent à une joute dont les rôles sont connus depuis longtemps. Selon qu'ils participent ou non aux interpellations venues de l'hémicycle, ils font donc soit partie des interlocuteurs, soit ne sont que des simples spectateurs. Qui sont alors les auditeurs? La réponse est double. D'une part, les journalistes présents dans les tribunes dont il s'agit de marquer les esprits afin qu'ils rediffusent la séquence. D'autre part, les citoyens assis devant leur télévision, dont il faut gagner les voix en vue des prochaines élections. Voilà comment, en un même lieu, avec les mêmes individus, il est possible de se voir déployer des situations rhétoriques totalement différentes. Alors, les dynamiques. Orateur, interlocuteur, auditeur, spectateur. En nous appuyant sur ces 4 types d'acteurs, il est possible de ramener l'inépuisable diversité des situations de conviction à seulement 4 dynamiques rhétoriques différentes. Il est absolument crucial de savoir distinguer en un clin d'œil ces 4 dynamiques rhétoriques. La dynamique monologique. Ce sont les situations les plus simples, celles dans lesquelles un orateur cherche à convaincre des auditeurs silencieux en l'absence de tout interlocuteur. Il s'agit d'un contexte unilatéral. L'orateur ne subit aucune contre-argumentation. La dynamique monologique est donc celle des discours, des allocutions et des présentations. Le manager présentant un projet à son équipe. L'entrepreneur s'adressant à des investisseurs. L'éditorial en billet de la radio. Le vidéaste se livrant à un plaidoyer sur YouTube. Différents exemples. La rhétorique écrite, elle, est, elle aussi, principalement monologique. Le plus souvent, l'écrivain s'adresse à ses lecteurs en l'absence de toute contradiction. C'est le cas, par exemple, des tribunes dans les journaux écrits. La dynamique délibérative. Il s'agit des situations dans lesquelles des individus sont, les uns pour les autres, tout à la fois orateurs, interlocuteurs et auditeurs. Ce sont donc les contextes dans lesquels nous échangeons avec des personnes qui sont en désaccord avec nous, dans l'espoir de parvenir à un consensus. Chaque orateur défend sa position et cherche à convaincre ses interlocuteurs, tout en admettant l'éventualité, fût-elle infime, de devoir accepter de se laisser soi-même convaincre. La dynamique délibérative est celle des situations où la conflictualité est exclue, mais où l'accord est nécessaire. C'est elle qui, en cas d'échec, mute progressivement en négociation. Nous la rencontrons au quotidien. Décider d'une destination de vacances avec notre groupe d'amis. Tenter de convaincre notre compagne ou compagnon de passer le samedi soir blotti sur le canapé plutôt que dans une boîte de nuit huppée. Essayer de faire prévaloir notre proposition plutôt que celle d'un collègue dans la conduite d'un projet.
Quels que soient nos désaccords initiaux, il faudra bien parvenir à les trancher afin d'aboutir à une solution acceptée par tous. Qu'il s'agisse d'un consensus ou d'un compromis négocié. Ensuite, la dynamique compétitive. Elle renvoie aux situations dans lesquelles plusieurs orateurs sont, les uns pour les autres, des interlocuteurs, sans être des auditeurs. Ils confrontent leurs positions, tout en sachant n'avoir aucune chance de se convaincre mutuellement. L'existence d'une telle divergence inconciliable peut s'expliquer de nombreuses manières. Des valeurs trop éloignées, des intérêts trop divergents, des opinions trop arrêtées, des égos trop imposants. Quant à leur auditoire, il est en réalité extérieur au débat. Ce sont les individus qui assistent silencieusement à l'échange et devront le trancher. Les orateurs ne se contentent donc pas de dialoguer, ils s'affrontent, cherchent à se vaincre afin de convaincre ceux qui les écoutent. Autour de la table, les contradicteurs se changent en adversaires. Dans une telle situation, montrer que nous avons raison revient à faire comprendre que les autres ont tort. Et inversement. La dynamique compétitive est celle des grandes joutes rhétoriques. Les tribunaux, où les avocats se disputent la décision des jugés ou des jurés. Les débats politiques, où les candidats se disputent les suffrages des électeurs. Les assemblées législatives, où les parlementaires se disputent les voix de leurs pairs. Mais elle n'est pas, pour autant, l'apanage des professionnels de la parole. Nous y sommes confrontés au quotidien. Prenons un exemple. Aussi concret que 5 frères et sœurs se réunissent afin de décider de ce qu'ils feront de la maison familiale après le décès de leurs parents. Dans ce genre de situation, il est rare que tous les individus concernés aient des préférences arrêtées. En l'occurrence, imaginons qu'un des frères soit très attaché à la maison et désire absolument la garder pour en faire un lieu de vacances familiales. Au contraire, un autre préférerait la vendre afin de couvrir les frais de succession et récupérer un peu d'argent. Les 3 dernières personnes confessent n'avoir pas une opinion particulièrement assurée. Le déroulement du dîner est couru d'avance. Les 2 frères vont s'affronter, chacun espérant rallier le reste de la fratrie à sa cause. Autre exemple. Il arrive que, dans le cadre professionnel, 2 collègues ne parviennent pas à se mettre d'accord malgré plusieurs heures de discussion. L'une des solutions qui s'offre à eux consiste à organiser une réunion avec leurs responsables, confronter leurs arguments, et accepter ensuite son arbitrage. Ne nous y trompons pas. L'affrontement rhétorique n'est pas le propre des avocats, des militants et des politiciens. Il fait aussi partie de notre quotidien. Et enfin, nous avons la dynamique conflictuelle. Il s'agit des situations dans lesquelles plusieurs interlocuteurs confrontent leurs positions tout en sachant par avance qu'ils ne trouveront jamais un terrain d'entente. La différence avec la dynamique compétitive est la suivante. Ici, il n'y a aucun auditoire extérieur à convaincre. Nous nous trouvons donc dans un cas limite où il n'existe aucune possibilité de résoudre le différend ou de prendre une décision. Seul subsiste l'affrontement, la violence et le conflit. Hélas, cette situation n'est que trop fréquente. C'est la rhétorique des discussions politiques trop passionnées, des dîners de famille trop enflammés, des fins de soirée trop arrosées. Celle qui s'impose lorsque, prenant l'apéritif avec des amis, l'un d'eux soutient que le rôle naturel des femmes est de s'occuper des enfants. Nous l'accusons en retour de misogynie. Nous nous invectivons avec violence, seulement pour constater, de longues minutes plus tard, que nous sommes désormais seuls dans le salon. Les autres convives nous ont laissé à nos tensions. D'un point de vue rhétorique, la dynamique conflictuelle est une absurdité. Il n'existe aucun intérêt rationnel à confronter nos positions en l'absence de toute personne dont nous cherchons à la conviction. Au mieux, nous perdons notre temps. Au pire, des relations. Pourquoi alors en faire notre pain quotidien ? Selon le chercheur Marc Angelot, ces dialogues de sourds témoigneraient de notre besoin irrépressible de nous justifier. La seule chose qui nous importerait, ce serait de hurler à la face du monde et au visage de notre interlocuteur que nous avons raison. Qu'il finisse ou non par en convenir n'aurait au fond que peu d'importance. La dynamique conflictuelle repose donc sur le développement d'une rhétorique jouissante, mais impuissante. Faute de véritable auditoire, elle existe pour le seul plaisir de l'affrontement,
sans jamais mener à la satisfaction d'une conviction. Alors, s'adapter aux dynamiques rhétoriques. En tant qu'orateur, il est crucial d'apprendre à repérer au premier coup d'œil les dynamiques rhétoriques dans lesquelles nous nous situons. Chacune d'elles appelle, en effet, à un ensemble de pratiques spécifiques. Les situations monologiques exigent en premier lieu que nous adaptions notre argumentation à l'auditoire auquel nous nous adressons. Les situations délibératives nécessitent quant à elles une approche très précautionneuse de la contradiction, dans la mesure où les individus que nous affrontons sont aussi ceux qu'il nous faut convaincre. À l'inverse, les situations compétitives autorisent des techniques beaucoup plus agressives, consistant à chercher la disqualification de l'argumentation adversaire, voire le discrédit de l'interlocuteur. Enfin, confronté à une situation conflictuelle, nous devrions nous demander si l'affrontement présente un quelconque intérêt, ou s'il ne vaudrait pas mieux nous contenter d'acter le désaccord, puis de passer à autre chose. Analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons, par choix ou par accident. Identifier les rôles joués par les différents acteurs présents. Savoir adapter en conséquence notre comportement. Telle est la première étape cruciale pour emporter la conviction. Petite conclusion du chapitre. Nous savons désormais pourquoi la rhétorique demeure à ce jour aussi peu enseignée alors même qu'elle constitue un savoir essentiel. Elle a été disqualifiée par les philosophes qui prenaient la recherche de la vérité. Nous savons également la définir en dépit de ses liens avec l'éloquence, la stylistique, la négociation, voire la manipulation. La rhétorique ne saurait être réduite à aucune de ces disciplines. Elle possède son champ propre, l'art d'argumenter, de plaire et d'émouvoir, afin de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions que nous leur soumettons. Enfin, nous sommes capables de réduire l'infinie diversité des situations rhétoriques à 4 grandes dynamiques, qui appellent chacune à une approche bien spécifique. Nous pouvons désormais passer à l'essentiel, apprendre à convaincre. Voilà, petite pause. Ok, merci beaucoup Xadaz. Je profite de la petite pause pour relancer les bots d'enregistrement, ça fera office d'entracte. Alors, une petite minute. Voilà. Alors, encore merci pour ces belles lectures, Xadaz. Très instructif. Alors ça, c'était juste le chapitre 1 qui aide à poser les contextes et tout. La suite, c'est choisir les arguments, justement. Ouais. Si vous voulez réagir. Plus d'une petite dizaine de pages encore, ne serait-ce que pour avoir, on va dire, il y en a... Pour les différents types d'arguments qui existent, c'est une vingtaine de pages encore. Où il passe en revue les arguments, les figures de les style, par différentes exemple. familles d'arguments qu'il y a. Mais si vous voulez, on peut faire un peu plus court, potentiellement sauter ça et je vous ferai peut-être pour un autre live, parce que je pense que c'est déjà assez lourd. Et juste peut-être vous faire un petit résumé d'avance des différentes parties de ce qu'il explique. Pour le chapitre 2, en gros, c'est le choix des arguments. Donc, comment choisir ces bons arguments? Tout d'abord, il faut regarder la rigueur et l'efficacité des arguments. Et dans un premier temps, en fait, il faut lister absolument tous les arguments qui nous viennent à l'esprit. Être le plus exhaustif possible, même si on ne le sera jamais. Et à ce moment-là, seulement, on commence à les classer du plus pertinent au moins pertinent. En sachant qu'il existe différents types d'arguments. Il y a les arguments de cadrage, qui consistent à fonder la validité d'une proposition sur la structure du réel, ou du moins sur la présentation que nous en donnons. C'est-à-dire, comme le nom de la famille l'explique, c'est donner un cadre. C'est donner le contexte, on va dire, et ça permet, on va dire, de donner plus de force à certains arguments.
arguments, voire peut rendre caduques certains autres arguments, voire contre-arguments. Avec ça, il y a aussi les arguments de communauté. On va dire, ça consiste déjà à fonder l'adhésion, à fonder la consistance et la validité des arguments par rapport à l'adhésion déjà d'une communauté. Si on sait qu'on va parler à des écologistes, dire que donner comme argument que c'est peu émetteur de CO2, peu émetteur de déchets, c'est une bonne chose. Si on est face à quelqu'un de la droite traditionnelle catholique, les arguments de tradition, c'est plutôt sympathique. Face à une gauche ouvrière, dire qu'il y a une meilleure répartition des richesses et une meilleure considération du temps de travail ou des conditions de travail, c'est bien aussi. Enfin, il y a les arguments d'autorité, donc les arguments scientifiques, les arguments par témoignage aussi, même si c'est en général les moins valides d'entre eux. La science, ça peut être une étude scientifique, après il va y avoir la revue, que ce soit Lancet, Nature ou une revue prédatrice, ça n'aura pas tout à fait le même effet. Si c'est une étude ou une cohorte d'études, la renommée des personnes qui ont fait, le nombre d'études, le nombre de citations, etc. Enfin, il y a les arguments par analogie. C'est un argument bien connu, c'est « Notre maison est en feu », pour parler de la situation climatique sur Terre à l'heure actuelle. Ça, c'est les différents types d'arguments que nous pouvons trouver. Sachant qu'il faut faire très attention voilà. Alors, oui, pardon, mistake, la tradition, ce n'est pas l'apanage des catholiques, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on est lorsqu'on est face à un auditoire qui est plutôt traditionnel, lorsqu'on est face à ce type d'auditoire catholique, souvent les arguments de tradition sont assez efficaces sur eux. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que eux, bien évidemment. Si tu vas en Allemagne, dans les pays germaniques, ça va plutôt être les protestants. Si tu vas en Inde, ça va plutôt être l'hindouisme. Là, c'est juste qu'on est en France, on a malgré tout une histoire plutôt catholique. C'est pour ça. Enfin voilà. Après, il faut justement déterminer justement la rigueur des arguments et leur efficacité en fonction du public auquel on va s'adresser, en fonction du type de discours que l'on va avoir, s'il est oral, écrit, si ça va être monologique, si nous allons avoir des interlocuteurs, et surtout si ces interlocuteurs, il va nous falloir les convaincre, ou en fait si ce sont juste des adversaires. Si ce sont des interlocuteurs, on va éviter de les attaquer, on va éviter tout ce qui est argument ad hominem, diffamation par association, du genre ah mais vous savez qui était pour ouais c'est pas loin de la démagogie, je suis d'accord. Mais par exemple, un argument qu'il vaut mieux éviter lorsqu'on doit convaincre ses auditeurs, c'est peut-être, ses interlocuteurs, c'est les arguments qu'on appelle ad Hitlerum, qui consistent un petit peu à dire, mais vous savez qui pensait la même chose aussi? Les nazis. On va peut-être éviter. Par contre, si on est face à des adversaires, ça peut être intéressant. Faut faire gaffe au retour de bateau aussi. Mais oui, cet argument qu'on rapproche au point Godwin a un nom en rhétorique, ça s'appelle l'argument ad Hitlerum, qui a été inventé justement dans les années dans la deuxième moitié du XXe siècle, justement avec le passage d'Hitler et des nazis, c'est devenu un argument de disqualification, il a obtenu son propre nom. Comme quoi, il est allé loin. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie contre-argumentée. Lorsqu'on prépare ses arguments, il faut réfléchir à tous les arguments, à tous les contre-arguments que l'on pourrait se voir opposer et préparer d'ores et déjà d'autres contre-arguments à ces contre-arguments. C'est l'idée. Voilà. Très bien, très bien.
Si quelqu'un veut réagir, qu'il n'hésite pas. Mais effectivement, de ceux que tu as cités, on a tous en tête des exemples d'arguments ad hominem, d'autorité, d'analogie. Voilà. Alors, Viktorovitch, il rentre les arguments d'autorité et de témoignage l'argument scientifique et le témoignage dans la même catégorie. Il appelle ça l'argument par l'expertise et l'argument par la science. En gros, c'est lorsqu'on fait appel à un expert et argument par la science, il a été prouvé, par exemple, que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, que le Soleil n'est pas au centre de l'univers, mais est quelque part, que les planètes ont une trajectoire elliptique, etc. En plus, pour le coup, avec ce type d'argument, on fait même plus appel au raisonnement ou au bon sens de la personne. Elle doit s'en remettre à une autorité. C'est ça, c'est d'où le fait qu'il les a rangés ça comme argument d'autorité. Et pareil, l'argument par l'expertise, tu fais appel, par exemple, t'as un petit conflit de voisinage, tu fais appel tu vas voir chez un avocat ou un juriste, il regarde le code civil et en fonction du code civil, il est préconisé ça et on s'y remet. Du coup, des petites questions, si je peux y répondre. Et je pense que ouais. je vais m'arrêter là pour ce soir, pour cette lecture. Éventuellement, je voulais intervenir sur un point. Est-ce que toi, moi je suis pas un expert en rhétorique, hein, enfin bon, je connais un peu, mais je suis pas du tout un expert. Hein. Mais est-ce que tu considères que cette ingérence finalement de ce domaine-là qui n'est pas vraiment une science, qui est au balbutiement de quelque chose éventuellement, mais dangereux dans l'interprétation, comme tu parlais précédemment du judiciaire, dans la mesure où il prend une place quand même assez prépondérante, et que par exemple la psychiatrie, ça j'en réfère à Foucault, qui a pas mal attaqué la psychiatrie pour la place qu'elle prenait dans le judiciaire. Est-ce que tu penses quand même que voilà, c'est compromettant pour les gens qui ne maîtrisent pas la rhétorique, pour l'appréciation finalement de la jurisprudence, pour l'interprétation des lois, c'est-à-dire dans un procès, quelqu'un qui parle mieux peut mieux se défendre malgré la raison ou malgré les preuves. Moi, je trouve ça assez dangereux quand même, hein, concrètement. Dans un cas judiciaire, je pense que en général, c'est lorsqu'il y a des preuves accablantes. Je ne suis absolument pas du domaine du droit, donc là, ça va vraiment être mon interprétation personnelle. Mais lorsqu'on a des preuves accablantes, notamment des preuves par identification ADN, ça va être compliqué de convaincre. Ce qui risque de se passer, ça va être d'atténuer par les circonstances, en disant qu'il venait d'un milieu défavorisé, en disant que en fait c'était involontaire, qu'il a paniqué, ou alors qu'il n'avait pas toute sa tête, d'où là je pense la référence à la psychiatrie. Mais à ce moment-là, je pense personnellement, je n'ai absolument je suis absolument pas apte à dire ce qu'il faut écouter ou pas. Là, ça va être en général, c'est les experts judiciaires, les magistrats qui savent comment ranger les différents arguments en fonction de leur validité et de leur force. Et je pense que c'est à partir de là que le jugement va être émis, en sachant que dans ce genre de cas, souvent les jugements peuvent être révisés. Alors, s'ils ne sont pas révisés immédiatement, ça peut avoir des effets néfastes, évidemment, en cas de fausse accusation ou justement de relax un peu trop prématuré. Mais je suis absolument pas qualifié et apte à commenter plus que ça. Ok. J'en avais une autre aussi pour le coup. C'est quel lien finalement la rhétorique entretient-elle avec la sémantique? Donc quand je parle de sémantique, je parle de la science avec des gens comme Chomsky, tout ça, qui analysent en fait les structures cognitives dans les sociétés, chez l'individu. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des auteurs qui font la passerelle entre les deux, par exemple? Je pense que ça peut y jouer justement via ce qu'on disait dans la première partie,
avec potentiellement manipulation ou de manière via via des messages subliminaux, via parfois l'implicite. Ça peut jouer, mais aussi avec la partie stylistique où via la sémantique, tu peux avoir des effets. Tu peux te servir de la sémantique pour produire des effets stylistiques et aider à convaincre. Je pense que ça rejoint à ce niveau-là. J'ai une question. Alors, j'ai pas lu le livre de Viktorovitch. Je sais qu'il anime sur France Info une rubrique au regard en fait de la prochaine échéance électorale majeure. J'ai le sentiment, et il y a de plus en plus de gens comme moi qui commencent à avoir ce sentiment, que la coronafolie, qui en fait permet de discuter uniquement tous les jours absolument que de coronavirus et d'impact que ça a sur la vie de tous les jours, etc. C'est en fait une manœuvre de diversion qui permet en fait de ne surtout pas parler des autres sujets. Et il y en a qui fâchent énormément. Il y a un conseiller dans les banques centrales qui a fait un petit article sur l'opinion et qui explique qu'en fait, en gros, la zone euro commencerait à exploser à partir de 2022 parce qu'il y a un phénomène de grand écart entre les intérêts de l'Allemagne et la trajectoire de l'Italie. Et donc, voilà, il dit, bon, bah voilà, on a un énorme problème monétaire, on a un énorme problème d'endettement, on a un énorme problème de modèle, de divergence des taux d'intérêt, de divorce très profond entre des économies de différents pays. Et est-ce qu'il y a dans l'argumentaire quelque chose qui rappellerait en fait cette logique de surtout mettre sous le tapis les sujets qui fâchent? Viktorovitch, il en parle de cette combine? Je pense que ça rentre dans les arguments de cadrage. Je vais juste relire, c'est dans la partie c'est dans le chapitre suivant. Et en gros, il définit les arguments de cadrage comme ceux consistant à fonder la validité d'une proposition sur la structure du réel, ou du moins sur la présentation que nous en donnons. C'est-à-dire qu'ici, on cadre le réel uniquement sur le coronavirus en occultant tout le reste de la réalité. Je pense que ça rentre là-dedans. Je vais pas me prononcer outre mesure. Ouais. Et sans minimiser l'impact qu'a eu ce virus et les effets qu'il a à plein de niveaux, je pense que oui, il y a peut-être un problème à parler du virus que pour du virus, en sachant qu'en fait, c'est même si je trouve que cadrer le fonctionnement de la société via son impact est assez révélateur aussi, parce qu'il a permis de révéler pas mal de faiblesses de la société française, notamment le niveau de la falaise sur laquelle se trouve actuellement le système public, la misère dans laquelle se trouve l'hôpital, le système public, l'économie, le niveau de pauvreté, la précarité de plein d'individus, etc. Enfin, ça peut être un argument pour cadrer, pour montrer un petit peu les limites qu'on a atteintes, et en même temps, ça peut être utilisé justement pour occulter plein d'autres choses qui sont extrêmement graves et qu'on n'a pas envie de voir, surtout en ce moment. Je pense que, mais je vais me réfréner de plus interpréter et cela, et surtout de donner des intentions à qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Je vous laisse vous faire votre propre idée. D'ailleurs, le commentaire que Cap vient d'écrire, là, c'est plus du détournement de l'info avec de l'alimentation de contre-feu. Ça me fait penser à toutes ces études, notamment, même Arte avait fait un documentaire là-dessus, c'est La fabrique de l'ignorance. C'était notamment utilisé par l'industrie du tabac, qui est aussi utilisé aujourd'hui par plein d'industries, notamment phytosanitaires, pour produire plein d'études sur les origines du cancer des poumons, pour montrer qu'il y a plein de facteurs possibles pour détourner le fait que ça proviendrait du tabagisme. Et on a actuellement à peu près le même phénomène avec le phytosanitaire qui tue les abeilles et la biodiversité des insectes, pour dire que ça viendrait peut-être du frelon asiatique, ça viendrait peut-être j'ai oublié comment s'appelle ce petit insecte parasite, mais le destructor n'est pas un insecte mais un arachnide. Un arachnide, pardon. Enfin, d'un parasite. Le varroa. C'est le varroa destructor, mais t'en as d'autres. T'as Carapis woody, t'as en fait en tout à peu près 15 espèces parasites de l'abeille.
Oui, voilà. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de dire que, ah oui, mais peut-être que les filles, mais ce n'est pas la seule chose qui existe. Regardons ça. Et comme ça détourne l'attention, en fait. Pour moi, ça m'a l'air d'une technique similaire, en tout cas. En tout cas, c'est une forme de cadrage. À coup Là, de en publications scientifiques falsifiées, tout ce qu'on veut, hein, évidemment. Donc bon. Il y a eu aussi, il y a d'autres cas, hein, concrètement, mais bon, je sais qu'au niveau de la recherche, ça fout un gros bordel. Parce que du coup, on a beaucoup de publications de papier, en fait, bullshit, concrètement, qui ne servent que des intérêts industriels, hein, au détriment de la science à proprement parler. Mais bon, c'était pas forcément le sujet. Concernant la rhétorique, faudrait que je me penche. On avait parlé des mille et une nuits, faudrait que je me penche là-dessus. Mais bon, moi je pense sincèrement en fait qu'elle est propre à la. Alors je reviens sur ces termes, mais en même temps c'est les termes, je veux dire rationnels, hein, à la structure cognitive finalement occidentale. Vu que c'est une invention en particulier occidentale, hein, ce serait amusant de voir comment par exemple les Japonais ou alors les Amérindiens utilisent ça, considèrent ça, ou même est-ce qu'ils en connaissent l'existence en fait. Je pense que ça existe. C'est juste que la manière dont cela a été mis en forme, effectivement, c'est la manière dont nous l'utilisons, c'est la manière que cette mise en pratique et cette mise en œuvre, nous l'avons hérité de l'Antiquité gréco-latine, mais aussi dans d'autres cultures, peut-être sous une forme un petit peu sous une mise en forme légèrement différente, mais elle existe nécessairement. On a toujours besoin de convaincre. C'est convaincre qu'il faut, par exemple, aller, je sais pas, aller faire la cueillette à tel endroit ou tel endroit, d'aller qu'il vaudrait mieux aller cultiver tel coteau plutôt que tel autre coteau avec tel autre argument. Enfin, c'est des problèmes qui, je pense, ont eu lieu à toute époque, dans tous les âges et dans tous les lieux. Après, j'ai souvent remarqué quelque chose, en fait, c'est un peu la théorie du vice, hein, qu'on retrouve en écho aussi, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus simple, en fait, d'utiliser la rhétorique quand on est de mauvaise foi. Et la plupart du temps, si on regarde un peu les débats télé, c'est souvent ce qui est le cas, en fait. Est-ce que t'as pas cette impression-là aussi, justement? Que les meilleurs en fait dans le domaine sont ceux qui usent de mauvaise foi. C'est compliqué à dire parce qu'on peut utiliser des arguments un petit peu via l'implicite ou ce genre de choses. Là, c'est une partie que je n'ai pas lue dans le livre de Viktorovitch, mais ça revient à Descartes. En fait, pour résumer, Descartes, lui, il avait l'esprit cartésien dont on a hérité. C'est il y a des faits, il y a un fonctionnement via il y a les lois naturelles, donc la physique, et forcément les effets proviennent du cause et les effets vont avoir des conséquences. Et donc du coup, un objet, on va dire, Descartes, il avait la recherche du vrai. Et donc du coup, lorsqu'on dit le vrai, on a des éléments et on a la physique, la réalité. Donc en réalité, il n'y a pas à argumenter, à faire de la rhétorique, à devoir convaincre. On ne convainc pas de la vérité parce que la vérité existe, elle est là. Et je pense que ça vient de là. Mais lorsqu'on doit choisir une ligne, une vision de la société, une vision, par exemple, quelle ligne doit prendre un pays sur sa... je vais reprendre un petit peu des exemples clivants que nous avons actuellement sur sa politique migratoire, sur sa politique économique, sur sa politique sociale, sur est-ce qu'il faut ou pas privatiser le système, le service public, ou au contraire le renforcer. Eh ben, je pense qu'il peut y avoir des arguments via des experts, mais il n'y a pas de réalité absolue à ce niveau-là. Et d'où l'intérêt de la rhétorique pour ça. Lorsqu'on est en science, oui, il n'y a pas de débat possible. Mais dès qu'il est question de choix de société, c'est bien plus compliqué. C'est en ce sens-là que la rhétorique est nécessaire.
Alors t'as peut-être un truc qui vient un peu sous forme de rhétorique interroger la science en fait, mais dans une structure différente, c'est peut-être l'épistémologie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des concordances quand même. Alors même si c'est pas du tout la même chose, hein, finalement on décortique et puis on interroge en fait la structure, la construction finalement de ce qu'on appelle la science ou là ici du langage. Euh, mais oui, effectivement, je suis plutôt d'avis. Bah, je pense que l'épistémologie peut venir en renfort de la rhétorique, parce que si tu as décortiqué le langage, tu peux mieux le comprendre, ses intérêts, ses travers, et donc du coup, ça peut aussi, justement les arguments les plus manipulateurs qui soient, tu peux peut-être potentiellement mieux les voir venir. L'épistémologie, c'est hacker la langue, on va pas se mentir, en un sens. Enfin, c'est une forme de hacking de la langue. Il y en a un que je trouve extrêmement redoutable d'un point de vue de l'argumentation. Quand il a accès aux médias, c'est François. Tu peux répéter, on n'a pas bien entendu la dernière partie, s'il te plaît? Je disais, en fait, il y en a un qui est tout à fait redoutable en matière d'argumentation, c'est François Asselineau. Parce que quand il a le malheur d'arriver à la télé, il arrive en fait avec une grosse pochette, et de temps en temps, il sort en fait les placards archives. C'est-à-dire souvent, c'est des archives papier, c'est des coupures de journaux, c'est des magazines, avec des gros titres. Et là, il sort le papier, il te dit, ben ouais, c'est le magazine numéro machin du mois de mes trucs, et regardez ce qu'on écrit là-dedans. Oh, comme c'est bizarre. Et là, c'est une sorte de prise de témoin un peu neutre. Et généralement, ça jase, et j'ai cru comprendre que il voulait plus l'inviter à la télé. Ça, c'est sûr que c'est une bonne, c'est une bonne méthode rhétorique et argumentative. Mais bon, sur le reste, je ne connais pas suffisamment le personnage et je ne me prononcerai pas. Mais j'avoue que c'est très très malin comme méthode. Je me permets de rebondir, de revenir, Hyperion, sur ce que tu avais dit, sur le fait que la rhétorique ou l'étude de la rhétorique serait une science plutôt exclusivement occidentale. Je pense pas vraiment. Il y a dans l'hindouisme, par exemple, tout un corpus de textes extrêmement anciens, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans. Et il y a beaucoup de corpus, mais il y en a, par exemple, qui sont spécifiquement réservés à l'étude des figures rhétoriques. Alors, ça s'arrête beaucoup sur la poésie, par exemple, parce que du coup, c'est un moyen de faire parler ou les sens ou les mots. Mais tout ça pour dire que ça date pas d'hier que des connaissances traditionnelles et anciennes se soient penchées sur l'art de l'oralité et de faire passer du coup un message. Et je sais pas du coup si c'est tant propre à l'Occident ou à la modernité. Enfin, juste pour rebondir, je pense que c'est vraiment la façon dont c'est formalisé actuellement qui est hérité de la culture gréco-latine. Je pense que c'est peut-être des formalisations différentes ailleurs, mais à vérifier. Oui, bah je pense. Enfin, c'est pas comment dire, hein. Ça m'apparaît pas comme quelque chose d'universel, hein, comme la psy, enfin voilà, mais c'est pas quelque chose d'isolé. Je veux dire que ce soit la psychologie, la psychiatrie ou autre, ce sont des concepts occidentaux en fait dans leur approche. Mais les manières de soigner l'âme sont différentes selon les sociétés et selon les époques. Voilà. Donc c'est un peu la même chose. Hein. Mais c'est vrai que dans son interprétation, je pense que il est quand même judicieux de ne pas être trop hâtif en fait et de concevoir ça comme une méthode universelle, euh, ce qui nous tromperait au passage d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça peut tendre à l'être hein, finalement avec voilà plein de processus, mais du moins j'ai pas l'impression vraiment que ce soit le cas encore. Alors, juste pour, bon, je vais pas parler plus que ça au nom de l'auteur, mais il a vocation de l'offrir au plus grand nombre. Pas la rendre universelle, mais la rendre accessible au plus grand nombre. Et il dit lui-même à plusieurs moments que tout ce qu'il dit n'est pas exhaustif.
Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible, mais il ne le sera jamais. Et forcément, il y aura toujours des choses un petit peu oubliées ou laissées pour compte ou inadaptées auxquelles on ne penserait pas. Mais c'est vraiment une volonté de vulgarisation en un sens, de rendre vraiment la chose le plus accessible possible. Après, bien évidemment, c'est écrit en français pour des francophones par un universitaire français, donc forcément, ça aura plus facilement de résonance dans la communauté francophone française. Après, c'est aussi intéressant, j'y pense, mais de voir un peu finalement la position des dirigeants, par exemple occidentaux, en particulier européens, sur la scène internationale, eux qui sont armés de communicants et voilà de personnes spécialisées dans la rhétorique ou dans la communication et tout ce qu'on veut. Et je me souviens un peu des difficultés qu'ils avaient en particulier avec les Chinois, notamment avec ce qu'ils appellent la politique de la meute finalement en Chine, dans la diplomatie chinoise, et la difficulté en fait de position que les Occidentaux, en particulier les États-Unis, ont. On a l'impression qu'il y a deux civilisations avec deux manières de faire différentes. Et là, effectivement, le savoir qu'on peut avoir ici en Occident sur cette rhétorique, donc c'est-à-dire finalement sur l'art de convaincre, il tombe un peu en miettes en fait, d'une certaine façon, devant des façons de faire peut-être plus frontales, plus agressives, différentes en fait, en résumé. Pour moi, il y a vraiment en fait des régionalismes dans le monde avec des approches différentes et je pense que l'un des problèmes finalement de l'Occident, c'est autre chose, mais ça s'y tient, c'est qu'on tend à vouloir faire de concepts occidentaux des choses universelles. Et aujourd'hui, on voit que ça ne tient plus. Et on tente de les appliquer partout, mais on voit que ça ne marche pas. Et c'est vrai que je pense à ça parce que j'avais vu il y a pas longtemps une émission là-dessus avec la politique étrangère chinoise et les Occidentaux qui s'en mordent les doigts, quoi, très clairement. Hein. On l'a vu dans les dernières négociations avec les États-Unis. Ça n'a pas marché. Les États-Unis n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Il y avait littéralement un combat face à face à table. C'était vraiment, pour le coup, oui, peut-être un combat rhétorique, mais ça n'a pas marché. Alors, oui, vouloir généraliser les concepts occidentaux, je suis d'accord, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait, c'est pas quelque chose qui marche. Mais là encore, l'auteur du livre le dit lui-même, il faut prendre en compte le contexte, c'est-à-dire que tu vas pas utiliser les mêmes arguments en fonction du contexte et de tes interlocuteurs ou de ton auditoire. Et c'est là, je pense, où on peut faire une plus grande généralisation, c'est-à-dire que on ne va pas utiliser le même type d'argument entre occidentaux que face à la Chine. Je pense que c'est là, si je devais émettre un défaut, c'est nos dirigeants ont peut-être tendance à vouloir utiliser le même type d'argument face aux Chinois, aux Indiens ou autres, qu'ils utiliseraient face à leurs collègues occidentaux, que les Américains utiliseraient le même type d'argument face aux Chinois, ils utiliseraient le même type d'argument qu'ils utiliseraient face aux Européens, par exemple, alors que forcément, là, c'est voué à l'échec. C'était obligé d'adapter ta stratégie, tes arguments, ta manière d'agir, même ta façon de te comporter. Ensuite, la Chine, ça reste quand même un cas particulier où il y a une très très forte manipulation de la vérité, de la réalité et des chiffres. La Chine, à ce niveau-là, me fait énormément penser à l'URSS, où fallait toujours que ça aille dans le sens du parti et la vérité était toujours cachée par un mensonge et un mensonge par la vérité. D'ailleurs, Cap parle effectivement du pouvoir mélien et oui, je pensais à ça en partie, mais je pensais aussi à une autre émission que j'avais vue, c'était sur Arte, je crois. Mais effectivement, elle était pas mal celle-ci, cette interview. Mais je m'interrogeais aussi sur les conseillers en communication finalement par exemple de Macron ou alors de ses ministres. On en sait un peu plus sur ces gens-là, ces hommes de l'ombre, c'est-à-dire d'où ils viennent, où ils sont formés. Personnellement, j'en sais rien.
Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent avoir à peu près la même formation que Viktorovitch, vu qu'il aurait pu lui-même être conseiller en com, mais qu'il n'a pas voulu parce qu'il estimait que non. Enfin, c'était. Là, je renvoie à l'interview de Thinkerview du monsieur. Sinon, pour la Chine, je renvoie aussi à l'interview de l'ambassadeur de Chine en France, où on voit bien quand même qu'il y a une ligne officielle du parti et cet ambassadeur s'y tient sans jamais y déroger. À ce propos, en fait, je peux vous passer aussi une info importante. C'est 2 sites internet. Il y a un site internet qui s'appelle francechinafoundation.org, donc sans espace. Donc c'est un site institutionnel. C'est présenté par le Parti communiste chinois en disant bah voilà, aujourd'hui on va faire une promotion de Young Leader, donc il y en a une par an. Et donc il y a aussi bien des gens assez cotés en Chine que des gens assez cotés en France qui sont régulièrement nommés comme étant des young leaders ou des personnalités d'intérêt pour la Chine et pour la France. C'est exactement le même modèle que la French American Foundation. C'est vraiment le même méthodologie. Et ensuite, on a quelqu'un qui a fait un travail de recoupement qui s'appelle les amis du PCC.blogspot.com. Et donc là-dedans, en fait, on a un peu une biographie entre la France et la Chine de certains personnages de public. Je pense en particulier à Olivier Véran, qui se fait inviter par des réseaux bancaires, etc., pour plus ou moins s'imprégner de ce que on cherche à lui transmettre comme message. Et en fait, en gros, c'est aussi pour ça qu'on a des gens qui disent, bon, voilà, aujourd'hui, clairement, la mission des uns et des autres, et il y en a du Parti socialiste, il y en a de la République dans le mur, il y en a dans les Républicains. En gros, le but, c'est on prend la méthode de schéma politique chinois et on va essayer de le copier-coller, transposer pour la France. Avec notamment un rapport du Sénat qui disait, finalement, on va mettre en place une task force digitale permanente, activable d'un simple clic de souris, qui permet de mettre tout le monde à la baguette. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un art qui est détenu par l'élite, et c'est marrant parce que comme les langues, en fait, le latin avant ou aujourd'hui l'anglais, qui est la langue de la finance, si c'est un art détenu par l'élite, je pense qu'il est important quand même de le diffuser. Il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, très clairement. Moi, je travaille dans le système éducatif depuis un moment et dans le second degré, par exemple, on ne parle jamais de ça, mais jamais. On a l'impression que c'est réservé à une élite en fait universitaire, en particulier en droit et à sciences politiques. Ouais, je pense qu'il est important de le diffuser et que là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que chacun puisse avoir les armes, à la fois pour se défendre, pour comprendre, mais aussi pour en user, si possible vertueusement, parce que bon, moi, je reste convaincu quand même que c'est un outil qui est destiné à nuire. Il y avait une vidéo de Victor Ferry, je crois, alors je connais pas trop, mais j'étais tombé dessus, qui parlait de Zemmour et de Tariq Ramadan. Alors les deux dans le domaine sont clairement à la fois des modèles, mais les pires aussi, quoi. Euh, mais mais ouais, je pense qu'il est important de diffuser ça et que malheureusement le système éducatif, du moins la politique éducative, fait beaucoup l'impasse là-dessus. Ce serait bien d'avoir des cours de rhétorique comme on a des cours finalement de langue étrangère, sans parler pour autant de rhétorique, mais de savoir utiliser la langue à bon escient en fait, et surtout de la comprendre. Que ça soit pour sa scolarité, pour l'accès à l'emploi, et aussi, et ça c'est important, pour transmettre ses idées. On sait pertinemment que quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses idées va systématiquement, le plus souvent, user de violence, en fait, parce qu'il n'arrivera pas à se faire comprendre. Donc je pense que c'est important, effectivement, de développer ça, ouais. Alors, la rhétorique, ça peut être utilisé justement, comme tu l'as dit, pour manipuler, ça peut être néfaste, on peut nuire avec, mais c'est vraiment dépendant de l'usage. On peut l'utiliser comme l'auteur du livre le fait justement pour démonter les autres arguments, les arguments fallacieux, ou l'argument qui est là justement pour nuire au plus grand nombre. Pour ça,
je peux recommander d'écouter sa chronique Entre les lignes sur France Info, disponible sur Internet, sur le site de France Info, où il passe justement son temps à décrypter, démonter l'argumentation de nos très chers politiques. Aquan? Petite intervention pour dire que Schopenhauer, qui a pas mal, dont Victor Heuvic a fait une modernisation, disait quand même que de par la nature humaine, la rhétorique, le côté égo et autres de l'humain faisait que cet outil était souvent utilisé à plus mauvais escient, et aussi que par exemple deux interlocuteurs qui étaient dans un échange vont avoir tendance, même si au bout d'un moment ils se font convaincre des arguments de l'adversaire, vont quand même tenir leur position, même si en rentrant chez eux, ils vont se dire putain en fait j'avais totalement tort, en fait ils vont rester en tout cas devant la face des autres, devant l'auditoire, à tenir leur position. Ça après je pense que c'est une question d'éducation et de vision de la société qu'on a. Ça c'est laissé à la discrétion de chaque individu. Il y a des individus qui, là c'est moi qui suis optimiste et naïf, mais j'ai dans l'espoir qu'on arrive à une majorité d'individus qui n'a pas pour objectif de nuire et qui est capable de faire preuve de suffisamment de majorité et de recul vis-à-vis d'elle-même pour savoir concéder lorsqu'elle a tort et se ranger face, on va dire, aux bons arguments pour avancer vers les choses la plus profitable. Ouais, espérons. Ça me fait penser à autre chose aussi, la rhétorique, c'est-à-dire que, comme là, il y a quelqu'un qui a parlé de Schopenhauer, je crois, c'était Hack, pour le coup. Il y a tout un courant, en fait, de la philo qui s'est un peu penché sur la question. Alors, de Pascal, et puis après, en passant par la phénoménologie, il y a tout un courant à savoir, finalement, est-ce que c'est les mots qui font les choses, ou les choses les mots, enfin, et finalement, je pense qu'on arrive quand même à l'essence même de la structure cognitive, en fait, du langage, c'est-à-dire finalement, quelle est l'interprétation du réel, suis-je dans le vrai, enfin c'est un grand mot, hein. Et puis ça c'est quelque chose qui apparaît petit à petit au fur et à mesure, mais c'est la pertinence des mots, parce que les mots ont une symbolique extrêmement puissante, hein, mais littéralement un mot est extrêmement puissant. Il suffit de prendre par exemple le mot projet, le mot management, de voir un peu comment ils évoluent dans les manuels scolaires, dans la société. Moi je me souviens d'un débat, c'était vidéosurveillance, vidéoprotection. Alors ça, on l'avait à chaque fois systématiquement sous les deux versions, mais ça changeait totalement le débat en fait, hein. Et ça changeait totalement le prisme. Donc je pense qu'aussi il y a à prendre dans la philo finalement, qui en parle quand même depuis un moment, en particulier dans la phénoménologie, et puis compléter ça avec l'apport rhétorique et puis sémantique de la linguistique, voilà, avec des auteurs comme, je l'ai dit tout à l'heure, Chomsky par exemple, qui ont fait un gros travail. Alors c'est compliqué de Chomsky, hein, parfois ça tourne un peu limite vers les maths, hein, mais bon, il y a des ouvrages de vulgarisation qui sont super intéressants là-dessus aussi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est comme j'y pensais aussi, comme le dit Marsab dans les commentaires. Il y a la différence aussi entre gardien de la paix et force de l'ordre. Ça implique pas la même chose du tout. Enfin, ça change le prisme de lecture et donc du coup, la façon dont on va agir et dont on va argumenter vis-à-vis du prisme de vision choisi. Mais bon, ouais. Moi je trouve que c'est dommage que ce soit pas suffisamment assez exploité
à l'école. Et aussi à l'université. Voilà, moi j'ai jamais eu de cours de rhétorique à l'université, par exemple. Ça aurait pu me servir dans mes entretiens, parce qu'aujourd'hui on sait qu'un entretien, ça se joue plus sur les compétences douces que la technicité, en fait. Hein. Donc bon, puis aussi tenter de manipuler pour le salaire ou autre. Oh, je blague, mais pourquoi pas. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Moi, j'ai fini mes questions. Voilà, je reste pour écouter la suite. Alors, juste pour savoir, personnellement, je fais pas du tout de rhétorique, je n'ai pas du tout étudié la rhétorique. Et très franchement, avant de m'intéresser à Viktorovitch et de lire le bouquin, j'y connaissais absolument rien. Et c'est justement, j'ai moi-même été convaincu par l'individu et son argumentation pour ses intentions, le pourquoi il le fait et la façon dont il le fait m'ont convaincu de sa bonne foi et de l'intérêt de la chose. Et même si j'ai pas encore même si je n'ai pas fini le livre encore, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de commencer à partager la chose, au moins la partie introductive pour ce que c'est et ce que ça implique et quelques situations. Je me suis dit que c'était intéressant. Voilà. Oui, oui. J'essaie de me souvenir un peu, de voir à partir de quand c'est revenu dans le débat public, enfin, on va dire, dans l'intérêt commun, c'est-à-dire que les vidéos sur la rhétorique ont commencé à apparaître sur YouTube et tout, parce que pendant des décennies, on n'en a plus parlé de ça, hein, très clairement. Et comment dire, je pense qu'il faut aussi se méfier, et justement, ouais, faut avoir une certaine méfiance, dans la mesure où il y a des gens qui tentent encore une fois d'user finalement de la transmission de ce savoir pour se faire un paquet de pognon à coût de formation très très cher, qu'on peut trouver dans un bouquin qui va nous coûter 10-15 euros, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. Bon. Et puis peut-être qu'un jour on aura la rhétorique érigée en matière, voilà, au même titre que finalement la sémantique ou autre, et pourquoi pas. De toute manière, le langage est une structure extrêmement importante finalement chez l'être humain. Euh, c'est bien de la remettre un peu sur le tapis, et ce qui serait bien meilleur, c'est que tout le monde puisse en bénéficier, quoi, concrètement. Voilà. Stéphane Edouard, je connais pas. Dawei, je connais pas du tout. C'est un youtubeur, j'imagine. Hein. Oui, alors je connais pas du tout. J'en ai entendu parler par une certaine autre chaîne qui aime bien utiliser des arguments rhétoriques basés sur la philosophie, justement, ou des arguments de philosophes. Mais, Après, j'ai l'impression quand même que la rhétorique est apparue au même moment, on va dire, dans le débat que le mentalisme, plus ou moins. Et tout ça a été initié en fait dans le débat par des séries US, hein. C'est-à-dire par exemple le Mentaliste ou autre. Tiens, petite question au passage, est-ce que les deux vont de pair selon toi? Est-ce qu'ils sont à différencier, ou est-ce qu'on peut les accompagner? quoi donc, exactement? Le mentalisme et la rhétorique, en fait. Je connais pas suffisamment bien le mentalisme, ses fonctionnements, ses bases théoriques, expérimentales pour émettre un jugement. Donc, j'imagine que je pense que on peut se servir du mentalisme comme argument rhétorique face à la communauté qui y croit. Et face à la communauté qui n'y croit pas, ou qui est sceptique, ou qui pense que c'est une arnaque, ça deviendrait un argument disqualifiant. Voilà la réponse que j'ai envie de t'apporter, pour l'instant. Parce on a aussi le mentalisme qui essaie finalement j'allais dire, de s'implanter concrètement, hein, avec des youtubeurs par exemple, des analyses un peu hâtives des mimiques et tout ce qu'on veut, qui encore une fois pour moi sont régionales mais pas universelles. Je pense qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est arrivé au même moment finalement, y compris sur YouTube, et que ça fait suite en fait à des séries US. Hein, voilà, concrètement.
J'ai évoqué le mentaliste tout à l'heure. Il y en a d'autres, hein. Enfin voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est arrivé au même moment. Après, je sais pas si c'était justement ma question, si quelqu'un d'autre peut me répondre ou autre. Peut-être choc éventuellement. Mais si les deux peuvent finalement, enfin, sont à différencier ou peuvent fusionner d'une certaine façon. Je ne saurais y répondre. Bon les amis, je crois qu'on va couper l'enregistrement pour le podcast. C'était super intéressant. Merci Xadaz, merci à tous pour les interventions. Et puis je sais Pas pas de souci. Xadaz, si t'as envie de revenir nous parler de la fin du bouquin plus tard. Ouais, bah peut-être pas de la fin, mais au moins de la partie 2 sur les catégories d'arguments, voir ça un peu plus en profondeur. Et en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci à tous. Merci.